AWS a annoncé 77 nouveautés depuis le 24 février dernier. Alors c'est pas toujours des nouveaux services entiers, parfois c'est juste de l'autocomplétion dans une barre de recherche, par exemple dans la console AWS Marketplace. Mais dans cette liste, j'en ai choisi 6 et j'ai choisi de vous parler des services pertinents pour les développeurs, par exemple AWS App Composer qui est maintenant disponible, des nouvelles fonctions de SAM, Lambda Power Tools qui arrive sur .NET et je terminerai avec le blog de la semaine sur le choix d'un langage de programmation pour contrôler son efficacité énergétique. C'est dans le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Tous les vendredis matins, une semaine sur deux, je passe en revue quelques nouveautés d'AWS et puis une semaine sur deux, j'accueille des invités, des guests, qu'ils soient des clients ou des partenaires AWS pour parler de leur cas d'utilisation, de leur retour d'expérience sur AWS. Ici, on est dans la config nouveauté, puisque ça fait 2 semaines que je vous ai plus parlé de nouveautés. Nouveauté au 10 mars 2023. Et ça commence par l'annonce d'une nouvelle future région. Cette fois-ci, c'est la Malaisie qui s'y colle, où ça sera disponible pour vous en Malaisie. Je suis toujours un peu épaté par le rythme auquel AWS rajoute des nouvelles régions. Ils ont lancé l'Australie déjà cette année, en 2023. L'année passée, on a lancé l'Espagne, la Suisse, les Émirats Arabes Unis et une nouvelle région en Inde. On a annoncé aussi Canada, Israël, Nouvelle-Zélande et Thaïlande pour les années qui viennent. Donc aujourd'hui, ça nous fait 99 zones de disponibilité et 31 régions. Vous avez du choix pour déployer vos applications, et vos workloads au plus proche de vos clients. Dans le blog d'annonce de cette future région en Malaisie, c'est mon collègue Jeff Barr qui fait le tour un peu des clients, des plus gros clients en Malaisie, notamment les chaînes de radio, de télé, également des institutions publiques. C'est toujours intéressant de voir comment le cloud est utilisé dans d'autres régions du monde. Tiens, si vous voulez rester au courant des nouveautés AWS, il y a un projet, on dit un side project en anglais, vous savez, les projets qu'on fait un peu sur le côté pour s'amuser, de 2-3 solution architects chez nous qui vient d'être publié quasiment comme un service, en tout cas comme une fonctionnalité disponible pour tout le monde, et c'est Jeff Barr qui en parle également dans le blog post. Il s'agit d'un topic SNS, donc SNS c'est un service de diffusion de messages en mode 1N, donc pour pouvoir envoyer des messages à tous ceux qui sont abonnés à un topic, et on peut s'abonner par un endpoint HTTPS, par SQS, par SMS, par email, etc. Ce sont des canaux de distribution qui sont disponibles pour SNS. Donc un nouveau topic public SNS où n'importe qui peut s'abonner, qui vous permet de recevoir toutes les nouveautés AWS. Donc soit dans un format formaté pour l'humain, c'est-à-dire du texte lisible, soit dans un format JSON. Donc si vous voulez programmer quelque chose qui réagisse à certaines nouveautés dans telle catégorie ou telle autre catégorie, vous pouvez maintenant le faire. Il suffit de s'abonner et d'enregistrer un endpoint sur un topic SNS et vous recevrez des notifications à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est plusieurs fois par jour. Typiquement, on tourne sur une quarantaine de nouveautés par semaine, entre 30 et 40 nouveautés par semaine, des petites et parfois des grandes. Mais donc un nouvel outil pour vous aider à vous tenir informé. Ça me rappelle un autre topic SNS qui existe depuis plusieurs années, celui-là, depuis 2015, donc ça fait quand même 8 ans maintenant. C'est un topic SNS qui permet de connaître les changements dans les ranges d'adresses IP qu'AWS utilise. Donc vous savez qu'on publie tous les ranges d'adresses IP sous un format JSON, mais il y a également un topic SNS pour être prévenu programmatiquement si jamais quelque chose change de ce niveau-là. Je vous mets les 2 liens dans les notes de ce podcast. De loin, mon annonce préférée de reInvent, la conférence AWS à Las Vegas en novembre 2022. On avait annoncé, et c'est Werner qui avait annoncé sur scène pendant une de ses keynotes, la disponibilité en preview d'une nouvelle application qui s'appelle AWS Application Composer. Application Composer, c'est une interface graphique, c'est dans la console, et c'est un outil graphique pour composer des applications serverless. En gros, ça utilise le mode très classique maintenant d'une palette d'outils. Vous avez des sources d'événements, des services qui peuvent consommer des événements, et graphiquement, vous les reliez les uns avec les autres avec des petits connecteurs, et vous définissez les propriétés sur vos événements. Par exemple,
une HTTP API qui reçoit un call, qui le poste sur EventBus où l'événement est broadcasté à plusieurs destinataires, dont une queue SQS qui va lui-même rappeler une autre fonction lambda, qui va appeler je sais pas quoi derrière. Donc voilà, vous composez votre application serverless en assemblant des modules et en assemblant des composants qui existent sur AWS. Et sous le capot, ça génère un template SAM CloudFormation qui est prêt à déployer. Ça ne va pas le déployer pour vous, c'est juste un éditeur graphique, là où vous utilisiez un éditeur de texte avant. Et il ne sauve rien dans le cloud, donc ces templates ne sont pas stockés dans le cloud, ils sont stockés en local. Évidemment, il faut que votre browser ait accès au file system local. Et il est synchronisé aussi, donc vous pouvez aller changer votre template sur le disque et voir les changements que vous avez fait dans le texte, voir les changements graphiquement dans la console. Donc c'était disponible en preview depuis novembre-décembre l'année passée. C'est maintenant disponible pour tout le monde. C'est la version finale, propre et nette, que vous pouvez utiliser. Alors il y a quelques petits changements depuis la preview. Par exemple, si vous travaillez avec des queues, la paramétrisation des queues est beaucoup plus facile maintenant. Vous pouvez aussi directement connecter une API Gateway à une queue, par exemple, sans passer par une fonction lambda. Et de nouveau, il va générer le code SAM CloudFormation en dessous automatiquement pour vous. Vous devez toujours écrire le code des lambdas. Quand vous mettez des lambdas, ça n'écrit pas le code pour vous. C'est juste la glue entre tous ces services qui peut prendre du temps parfois à configurer, surtout avec des fichiers texte, quand vous devez tout décrire en SAM ou en CloudFormation, en YAML. Ici, vous avez un moyen graphique pour bien démarrer vos projets. Si vous développez des applications serverless, allez regarder Application Composer, AWS Application Composer, parce que ça va vous faire gagner du temps. Et si vous n'en développez pas encore, mais qu'est-ce que vous attendez? Commencez aujourd'hui. AWS Control Tower annonce une nouveauté graphique également qui permet de voir l'état d'avancement de ces déploiements des landing zones. Alors ça va pas changer le monde, mais ça me permet de parler de Control Tower et de landing zone. Donc une landing zone, c'est un groupe de comptes AWS préconfiguré pour une tâche. Par exemple, dans une entreprise, vous démarrez une nouvelle application. Eh bien, cette nouvelle application va avoir plusieurs comptes AWS pour le dev, le test, la prod, peut-être sur plusieurs régions. Ces comptes doivent être préconfigurés au niveau du réseau pour se connecter sur votre data center ou un autre cloud par exemple, comme tous les compte AWS que vous avez dans votre entreprise. Il y a des règles de sécurité propres à votre entreprise à déployer également. Il faut un compte pour collecter les logs, etc. Ça, c'est une landing zone et ça peut se déployer automatiquement. Et ça se déploie comment? Avec Control Tower, qui est un peu l'orchestrateur, le chef d'orchestre qui va aller déployer des landing zones pour vos futures applications. Ça peut être beaucoup plus simple aussi. Je parlais avec une entreprise de conseil en informatique. Quand ils ont un nouveau consultant qui arrive, ils utilisent Control Tower pour créer un compte AWS pour ce consultant et le donner au consultant de manière sécurisée évidemment. Et ce compte est préconfiguré déjà pour éviter que le consultant démarre, je sais pas moi, des instances extrêmement chères dans certaines régions. Donc certaines régions sont verrouillées, il n'y a que 2-3 régions qui sont activées et il y a un minimum de sécurité pour éviter que le consultant parte avec le compte, évidemment, empêche l'accès, détache le compte en quelque sorte de Control Tower. Donc ça, ce sont deux exemples d'utilisation de landing zone et de Control Tower. Et cette petite nouveauté, donc maintenant il y a un progress tracker, une barre graphique d'évolution qui vous montre les différents statuts. Ça n'a pas encore démarré, c'est en cours de provisionnement, in progress, ou success ou failure, avec tous les milestones entre les deux. Donc vous avez un feedback visuel beaucoup plus intéressant. C'est pas super important comme news, mais j'avais envie de parler de Control Tower et de landing zone. Tiens, j'ai parlé de CLI tout à l'heure avec AWS Application Composer, et j'ai parlé de SAM. SAM, c'est ce framework qui permet de déployer des applications serverless extrêmement simplement, en partant d'un fichier YAML qui décrit l'infrastructure. C'est un espèce de surensemble ou de simplification de CloudFormation. C'est à la fois une ligne de commande et puis à la fois ce format de fichier extrêmement simple. Ils annoncent le preview du support de Rust, donc vous pouvez maintenant développer des lambdas en Rust, c'est pas nouveau, mais vous pouvez également les développer avec SAM, et SAM va comprendre que c'est du Rust et sera capable de faire le build correctement pour déployer vos fonctions lambda depuis la ligne de commande SAM. Si vous êtes intéressé par Rust, restez à l'écoute du podcast jusqu'à la fin, parce qu'on en reparlera dans la dernière news dans une minute. Et puis
puis tant qu'on parle de Lambda, Lambda Power Tools, c'est un side project, c'est un projet démarré un peu comme ça sur le côté par des solution architectes et c'est devenu quasiment un service officiel d'AWS. Lambda Power Tools, c'est une librairie, un ensemble de fonctionnalités pour vous faire gagner en productivité, pour vous faire gagner du temps quand vous développez des fonctions Lambda. Ça s'occupe par exemple du tracing, du logging, de la collecte de métriques, etc. Ça essaye de respecter les principes du well-architected framework sous l'angle serverless. Ça existe déjà pour Python, Java et TypeScript et aujourd'hui nous ajoutons la possibilité de le faire pour .NET. Donc si vous écrivez des fonctions Lambda en C# avec le framework .NET, jetez donc un coup d'œil à AWS Lambda Power Tools, c'est open source. Enfin, le blog de la semaine, de 2-3 semaines, au fait, c'était quasiment un mois, le 11 février, mais je ne l'ai pas vu avant la semaine passée, je l'ai découvert la semaine passée, donc je considère que c'est le blog de la semaine pour moi, peut-être que vous l'aviez vu également. C'est un blog qui parle de l'efficacité énergétique et de Rust. Vous savez, Rust, c'est ce langage dont on parle beaucoup pour le moment, qui a commencé comme un projet de recherche chez Mozilla en 2010, et puis qui a été finalement lancé en version 1.0 en 2015, et dont le support a été transféré à une fondation, la Rust Foundation, dont AWS fait partie évidemment. Il y a beaucoup de services qui utilisent Rust chez nous. Rust est à la base de Lambda, la micro-VM qui s'appelle Firecracker, qui permet de déployer des containers Lambda sur des instances EC2. C'est écrit en Rust. On utilise Rust dans certaines parties très sensibles de S3 également. EC2 utilise Rust, le système Nitro, donc le système de virtualisation mi-hardware, mi-logiciel d'AWS est écrit partiellement en Rust. CloudFront utilise du Rust. Bref, AWS est un gros consommateur de Rust. Dans ce blog post, on vous explique pourquoi le choix de votre langage de programmation est important pour votre empreinte carbone et pour votre empreinte énergétique en général, avec des langages qui consomment plus d'énergie que des autres. Ce blog est super bien construit. Il commence à parler de l'efficacité du cloud en général, avec une donnée qui m'a beaucoup surpris, c'est que les data centers mondiaux, et pas rien que du cloud, l'informatique en général, c'est à peu près 1% de toute l'énergie globale de la planète. Ça, ok, soit, mais surtout ça ne change pas depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire que la consommation globale d'électricité pour les data centers augmente à peine entre 2010 et 2022, et alors que l'usage lui explose. Et pourquoi? Parce que on utilise les hyperscalers et AWS utilise des techniques de plus en plus efficaces pour gérer l'énergie et pour construire des data centers, et on a appris à développer des data centers qui sont plus économiques en termes d'énergie que les data centers typiques traditionnels privés qu'on peut trouver. Typiquement un data center AWS consomme 5 fois moins d'énergie qu'un data center traditionnel. Mais il n'y a pas que les data centers. Vous savez, on parle beaucoup de responsabilité partagée dans le cloud. C'était le modèle qu'on utilisait, qu'on utilise toujours d'ailleurs pour parler de la sécurité. Nous nous occupons de la sécurité de l'infrastructure. Vous occupez de la sécurité de ce que vous mettez dedans. Eh bien, il y a le même modèle de responsabilité partagée pour l'efficacité énergétique. Nous, on s'occupe de l'infrastructure, mais vous êtes responsable de ce que vous mettez dedans. Et c'est pour ça que je répète toujours à nos clients, déployez sur ARM, la plupart du temps, c'est zéro changement dans vos applications, et vous déployez sur des infrastructures qui consomment moins d'énergie dans le cloud. Mais le choix du langage de programmation que vous allez faire est important aussi, parce qu'il y a des langages de programmation qui sont plus énergivores, qui nécessitent plus de cycles de CPU pour pouvoir fonctionner, donc qui consomment le plus d'énergie. Et sans surprise, c'est C et Rust qui sont les langages les plus efficaces, C++ en troisième. Java n'est pas loin dans la liste, hommage à tous les efforts qui ont été faits pour optimiser la JVM ces 20 dernières années, mais Java est cinquième. Évidemment, le pire, ce sont les langages purement interprétés. Les trois derniers sont Ruby, Python et Perl, là aussi. Donc, à la fois le temps d'exécution et à la fois la quantité d'énergie qu'il faut pour déployer, pour exécuter du code dans ces langages. Dans ce blog post, on vous montre un exemple d'une application qui a été réécrite en Rust et l'impact dramatique que cela a. On voit vraiment les métriques qui tombent sur le nombre de corps qui sont utilisés, le nombre de mémoire, la quantité de mémoire qui est utilisée, sur les temps de latence aussi, parce que
la gestion de la mémoire est plus efficace, et donc il n'y a pas notamment de garbage collector comme il peut y avoir en Python, comme il peut y avoir en Java par exemple, ou même en Go, et donc les temps de latence sont beaucoup plus réguliers, il n'y a pas des pics de garbage collector, ce qui est bon pour les systèmes downstream également, ceux qui ne sont pas nécessairement écrits en Rust, mais qui consomment des services écrits en Rust. Le blog va aussi dans des détails de features du langage et du compilateur qui vous expliquent pourquoi c'est vraiment au niveau du langage qu'on a une plus grande sécurité sur la manière de gérer les threads par exemple, et fait le lien avec une étude qui estime qu'une bonne partie des failles de sécurité, je crois que c'est 70% des derniers CVE qui ont été exposés, pourraient être évitées avec un langage qui comprend mieux la gestion de la mémoire et qui comprend mieux les problèmes de synchronisation de threads, deux choses que fait le compilateur et le langage Rust. Voilà pourquoi il y a tout ce hype autour de Rust pour le moment, meilleure gestion de la mémoire, meilleure efficacité, meilleure gestion des threads, ce qui fait que beaucoup plus d'erreurs sont rattrapées au niveau du compilateur et pas en runtime, avec des CVE et des failles de sécurité, et puis un langage qui est efficace en matière de gestion d'énergie également. Bref, ce blog post, vous l'avez compris, m'a passionné, et je vous mets les notes dans le lien de ce podcast. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. C'était l'édition nouveauté, comme on le fait une fois toutes les 2 semaines. Et la semaine prochaine, je parle doucement parce que je suis en train d'ouvrir le fichier avec mon agenda. La semaine prochaine, on parlera de réplication de bases de données. RepliByte, un outil open source qui permet de dupliquer des bases de données en les nettoyant, en les simplifiant un peu pour vos environnements de test et de développement, en enlevant les données qui sont sensibles notamment. On parlera avec l'auteur de cet outil en open source qui s'appelle RepliByte. Ça sera la semaine prochaine, vendredi, même heure, même endroit. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.